Bonjour, je suis Julie Bertin, Senior Regulatory Advisor au sein du Bureau européen de Registrar Corp. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour découvrir les réglementations canadiennes sur l'étiquetage des aliments et donc ce que les entreprises doivent savoir avant d'exporter. Durant ce webinaire, nous discuterons des règles et réglementations sur l'étiquetage des produits alimentaires distribués au Canada. Je suis ravie de vous présenter Béatrice Mull, responsable du Bureau européen de Registrar Corp, qui animera ce webinaire. Elle est diplômée et issue de l'industrie agroalimentaire. Depuis plus de 22 ans, elle assiste les clients européens de Registrar Corp dans leurs projets et leurs stratégies à l'export. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de questions-réponses. Nous avons réservé du temps à la fin pour y répondre. Nous vous ferons également suivre un lien vers l'enregistrement de ce webinaire afin que vous puissiez vous y référer à tout moment. Sans plus tarder, je passe la parole à Béatrice. Merci Julie et bonjour à tous, bienvenue. Voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans notre webinaire. Donc, tout d'abord, nous allons discuter rapidement de ce que les entreprises alimentaires doivent savoir avant de commencer à exporter ou mettre leurs produits sur le marché au Canada. Donc, comment fonctionne la surveillance fédérale des aliments et puis quelles sont les deux questions vraiment importantes qu'il faut se poser avant toute chose, avant de débuter concernant la salubrité des aliments et leurs étiquetages. Et puis après, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons décrire les exigences d'étiquetage auxquelles toutes les étiquettes alimentaires doivent répondre. Alors bien sûr, il y a beaucoup de cas particuliers, mais on va déjà s'appuyer sur les principales qu'il va toujours falloir respecter. Et puis nous aborderons aussi rapidement les considérations supplémentaires, telles que par exemple les allégations nutritionnelles, le cas des aliments biologiques. Et enfin, nous parlerons un peu plus en détail des exigences d'étiquetage bilingue, d'autant plus depuis les changements apportés par la nouvelle loi du Québec. Et puis enfin, pour finir, je vais quand même vous expliquer rapidement quelles solutions de registre Corp peuvent aussi aider votre entreprise dans ces démarches. Donc, comme Julie vous l'a dit, nous avons du temps pour les questions et réponses. Nous essayerons d'en aborder le plus grand nombre possible. Et puis, vous avez aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire si vous avez d'autres points à vérifier. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas Registrar Corp, donc nous sommes une société spécialisée dans la conformité réglementaire sur le plan mondial, avec plus de 30 000 clients dans plus de 175 pays. Nous disposons de 20 bureaux dans le monde pour aider nos clients sur leur fuseau horaire, dans leur langue, et nous sommes aussi fiers d'avoir un haut niveau de satisfaction de la part de nos clients depuis plus de 20 ans. Nous sommes notés 4,7 sur 5 sur Trustpilot. Et notre secteur d'action, eh bien, ce sont les produits agroalimentaires, les compléments alimentaires, les produits cosmétiques, les médicaments et les dispositifs médicaux. Alors nous avons une équipe de vérification des étiquetages qui est importante, qui est composée de professionnels expérimentés qui ont des diplômes supérieurs dans des domaines très variés comme la biologie, la chimie, la gestion de la qualité, la botanique, les sciences pharmaceutiques et cosmétiques. Et nous avons examiné déjà plus de 13 000 produits différents. Et donc c'est vraiment un domaine pour nous très important sur lequel on assiste et qui satisfait d'ailleurs énormément nos clients. Alors, passons tout de suite au sujet. Le marché canadien, c'est un marché quand même qui fait plus de 138 milliards de dollars pour les produits alimentaires prévus en 2025. Donc, pour de nombreuses entreprises, la mise sur le marché de produits sur le Canada, surtout pour les entreprises européennes, qui plus est, du fait que nous avons des accords commerciaux avec le Canada, c'est un moyen intéressant à la fois d'accroître la valeur de leurs activités, mais aussi quelque part, et pour beaucoup, moi je le vois dans les discussions qu'on a avec les entreprises, une façon de mettre un pied sur le continent américain sans pour autant s'attaquer tout de suite aux géants que sont les USA et avec les incertitudes qu'on peut avoir en ce moment. Donc cependant, mais ça reste quand même un pays différent des autres, différent des USA, différent de l'Europe et différent d'autres pays du monde. Et donc, vous pouvez avoir de nombreux pièges qui peuvent survenir dans votre processus d'exportation si vous n'êtes pas préparé au cadre réglementaire. C'est une réglementation stricte, donc effectivement, avant d'exporter, il faut déjà vérifier que doit-on savoir. Donc dans la première partie du webinaire, on va effectivement regarder de quoi s'assurer d'une manière générale pour pouvoir exporter des produits ou les mettre sur le marché.
Donc vous avez 2 questions importantes et on va les développer. La première chose, c'est est-ce que mon produit est vraiment autorisé? Est-ce que je peux le mettre sur le marché? On va voir qu'il y a des mécanismes pour le vérifier. Et puis, la deuxième chose, effectivement, ce que nous, on va aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'il répond aux exigences de sécurité alimentaire? Alors, il n'y a pas que l'étiquetage, mais aussi, évidemment, d'étiquetage, les contraintes d'étiquetage pour le produit alimentaire. Alors, au Canada, la responsabilité par rapport à l'étiquetage des aliments, elle est partagée entre Santé Canada d'un côté et l'Agence canadienne d'inspection des aliments de l'autre côté. C'est pour ça que quand vous cherchez des informations, vous pouvez être un petit peu perdu des fois en vous disant mais c'est sur Santé Canada ou c'est sur la CIA? En fait, vous avez des informations des deux côtés. Alors, Santé Canada administre les règlements relatifs à la santé et la salubrité et la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada en version de la loi sur les aliments et les drogues. Cela comprend, en matière d'étiquetage, par exemple, tout ce qui est des nutriments, contenus dans les aliments, c'est-à-dire le tableau de valeur nutritive, des allégations concernant les nutriments, la présence d'allergènes, dans les produits et tout ce qui est date de péremption, mais lié à l'innocuité. Alors la CIA, de son côté, administre les règlements sur l'étiquetage des aliments qui vont être non liés à la santé directement, en vertu de la loi sur la salubrité des aliments au Canada. Alors ça va comprendre l'étiquetage des ingrédients, la quantité nette, les coordonnées de l'entreprise, les dates de péremption liées à la qualité par exemple. Alors la CIA, en plus de cette partie de responsabilité, est aussi en charge des contrôles d'une manière générale, quels que soient les requis. Donc à partir du moment où votre produit va être sur le marché ou va arriver à la douane par exemple, les contrôles seront pris en charge par la CIA. Alors pourquoi est-ce important? Effectivement, les entreprises peuvent se demander: «Est-ce que c'est vraiment important?» parce que, par exemple, ça fait des années que j'exporte et je n'ai jamais eu aucun problème. Eh bien, c'est logique et c'est comme dans tous les pays, les administrations ne peuvent pas tout contrôler, les contrôles sont faits par sondage et par conséquent, la CIA, comme toute autre administration, va adopter une approche fondée sur le risque, donc ils ont, un système pour évaluer les risques, et la fréquence, des risques, qui sont encourus et puis ils vont faire des contrôles par sondage et effectivement, quand un produit, par exemple, arrive à la douane et qu'on ouvre un carton, quelle est la première chose que l'on voit? Quelle est la première chose qu'un contrôleur de la CIA va voir, par exemple? C'est votre étiquetage. Donc effectivement, en cas de non-conformité, eh bien, on peut avoir, des actions correctives et l'application de la loi, de la part de la CIA et ça peut avoir des conséquences, quand même, embêtantes et coûteuses, dans la mesure où, par exemple, s'il faut réétiqueter un produit, avec des autocollants pour recouvrir, les informations non conformes, c'est loin d'être facile à mettre en œuvre une fois que le produit est déjà sur le marché ou est déjà à la douane. Mmh. Deuxièmement, quand vous avez des infractions, il y a des conséquences aussi derrière et en particulier, bien souvent, les expéditions de la même entreprise vont faire l'objet de contrôles, plus approfondis ou renforcés, de la part de la CIA. Donc effectivement, on va plutôt se focaliser sur la prévention des problèmes, prendre un peu plus de temps avant de mettre le produit sur le marché, au lieu de, je dirais, régler les problèmes a posteriori. Alors, quelles étapes importantes? Première chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mon produit est-il vraiment OK? Est-il acceptable? Et donc, pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains produits alimentaires, seuls certains établissements ou certains pays étrangers sont autorisés à exporter vers le Canada. Et donc ça dépend vraiment d'un système qui est fondé sur l'approbation préalable de la CIA du système d'inspection des pays étrangers. Alors vous retrouvez un mécanisme qu'on a par exemple en Europe. C'est un peu le même système en Europe, surtout pour les produits et denrées d'origine animale. Et donc là, on retrouve au niveau du Canada un système similaire. Et donc il va falloir que vous vérifiez cela, que vous soyez importateur ou exportateur ou que de toute façon le produit vienne de l'étranger. Il va falloir vérifier si ce produit est accepté. Et vous avez d'ailleurs sur le site de l'administration canadienne une base de données que vous pouvez consulter qui s'appelle SARI et qui vous permet déjà de faire une première recherche. Alors deuxièmement, effectivement, le produit répond-il aux exigences en matière de salubrité des aliments et d'étiquetage? Donc, avant même de vérifier l'étiquetage, il va quand même va falloir vérifier aussi les ingrédients. Alors au niveau du Canada, vous n'avez pas une liste positive pour tous les ingrédients, mais par contre, vous avez des listes positives pour les additifs.
Donc au niveau des additifs, il y a 15 listes d'additifs, ça comprend aussi les colorants d'ailleurs, ces listes. Et donc il va falloir quand même que vous vérifiez attentivement que vos produits contiennent des additifs autorisés, des additifs présents dans ces listes positives et bien sûr dans les conditions d'emploi qui sont spécifiées. Par ailleurs, et vous devez aussi vous assurer que, soit si vous êtes importateur vous-même, que vous soyez conforme, ou si vous êtes exportateur, que votre importateur détienne une licence pour importer ces produits, et c'est ce qu'on appelle la licence SAC. Il faut savoir aussi que les importateurs doivent avoir des plans de contrôle préventif pour les produits qu'ils importent. Donc c'est important, parce que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour votre produit, mais il faut aussi que l'importateur, que ce soit vous ou un tiers, soit aussi en conformité avec la réglementation canadienne. Donc voilà déjà des préalables qui vont déjà devoir être clarifiés avant même, je dirais, de s'attaquer aux informations sur l'étiquetage. Alors passons maintenant, je dirais, au vif du sujet. Et au niveau d'étiquetage, vous avez certaines mentions qui de toute façon sont basiques et obligatoires. Donc vous en avez 8, vous les voyez sur cette, sur cette diapo. Donc le nom courant, la quantité nette, l'étiquetage nutritionnel, la liste des ingrédients et allergènes, le nom et adresse principale de l'établissement, le pays d'origine, les informations de date et instructions de conservation de stockage, et l'étiquetage bilingue. Donc on va aller dans le détail sur chacun de ces points-là pour clarifier qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions. Alors au niveau du nom de l'aliment, eh bien le principe c'est le nom commun, c'est-à-dire ce qu'est réellement le produit. Donc Santé Canada exige qu'il s'agisse du nom précisé par la loi ou du nom usuel ou commun utilisé sur le marché, mais pas un nom de marque. Donc par exemple, tout le monde connaît les biscuits, par exemple de la marque Oreo, on comprend bien ce que c'est, mais c'est pas une déclaration d'identité. Pour répondre à l'exigence du nom commun, eh bien ces biscuits, par exemple, ils s'appellent biscuits sandwich au chocolat. Donc certains produits font l'objet de noms usuels normalisés. Alors on retrouve ça un petit peu, par exemple, dans la réglementation américaine aussi. C'est ainsi que Santé Canada va dicter les caractéristiques du produit identifié par un nom particulier. Donc il peut s'agir d'ingrédients autorisés, de certaines méthodes de fabrication, par exemple, qui vont devoir être utilisées pour ce produit-là. Alors des exemples de noms qui sont réglementés, ça va être les crèmes glacées, les confitures, la margarine, le beurre d'arachide. Mais en réalité, il y a plus de 300 de ces noms usuels normalisés. Donc c'est vrai que quand vous avez un produit que vous voulez mettre sur le marché, il ne s'agit pas seulement de se dire bah oui c'est le nom courant, voilà ça s'appelle comme ça, mais vérifier si ce nom-là est un nom qui fait l'objet d'une normalisation par Santé Canada, et à ce moment-là vérifier si le produit est bien conforme à la définition. Par ailleurs, le nom usuel, il est aussi soumis à des exigences un peu spéciales si, par exemple, vous avez des déclarations d'arômes ou si le produit est enrichi en nutriments. Donc ça, ce sont des cas aussi un peu particuliers où il va falloir travailler le nom de votre produit parce qu'il y a des règles très précises pour le déclarer sur la face principale de votre produit. Par ailleurs, il s'agit aussi, par exemple, des indications géographiques, les indications d'origine, où là, vous voyez, dans tous les pays, il y a des règles un peu différentes. Donc, si vous avez des indications d'origine, ce sont aussi des points qu'il va falloir vérifier. Alors, on parle beaucoup des produits alimentaires, mais je vais faire des petites parenthèses des fois sur les boissons. On va retrouver un peu les mêmes principes, c'est-à-dire que là, je vous parle de crème glacée ou de confiture, mais si vous consultez toutes les réglementations sur les boissons alcoolisées, vous allez retrouver aussi des noms standardisés pour certains produits alcoolisés et qui répondent à des définitions derrière. Donc vous retrouverez le même principe. Alors la quantité nette du produit, ça va être la quantité réelle du produit dans le contenant, et en fonction de votre produit, vous devrez déclarer la quantité nette en volume, en poids ou en nombre. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter les unités canadiennes. C'est facultatif. Par contre, si vous le faites, eh bien, il y a des guidelines pour vous dire exactement comment les déclarer avec les formats, les mettre entre parenthèses, etc. Et donc faites attention à ça. Si vous mettez les deux unités, de toute façon les unités métriques, mais si vous rajoutez les unités canadiennes, il va falloir suivre les guidelines de la CIA. Et puis par ailleurs, il peut exister des exigences spécifiques à votre produit et en particulier sur les contenants. Par exemple, pour les produits de miel, eh bien, il n'y a que 8
8 contenants qui peuvent être utilisés pour le miel. C'est pareil pour les boissons alcoolisées d'ailleurs, hein, où il y a des restrictions en termes de contenants. Donc vous avez certaines contenances qui sont autorisées et pas les autres du coup. Oups, excusez-moi, je suis allée trop vite. Alors, le point important et assez complexe de la réglementation, d'ailleurs comme dans beaucoup de réglementations dans le monde, c'est l'étiquetage obligatoire de la valeur nutritive. Hein. Donc, vous voyez ici le modèle de valeur nutritive ou Nutrition Facts. Et Santé Canada a des exigences très très précises en matière de format, contenu et taille de caractère. On retrouve sur ce plan, je dirais le même niveau d'exigence que par exemple aux États-Unis, hein, qu'on n'a pas tout à fait, par exemple en Europe. Contrairement à certains marchés où l'étiquetage nutritionnel est simplement basé sur des quantités de 100 grammes ou 100 millilitres, pour les tableaux nutritionnels canadiens, on va retrouver plutôt le principe américain, c'est une portion. Hein, donc on doit déclarer une portion en fonction d'une quantité de référence pour cet aliment précis, ces quantités de référence étant établies par Santé Canada. Donc il est également stipulé que ce tableau de valeur nutritive ne doit pas occuper plus de 15% de l'espace disponible pour l'étiquetage. Donc vous avez plusieurs formats disponibles et vous avez un système de hiérarchie que vous allez devoir appliquer pour déterminer quel est le format, hein, par défaut, un arbre de décision en quelque sorte, pour déterminer quel est le format qui va être adapté à votre produit. Alors ça reste quand même une gymnastique parce que il y a quand même 37 modèles différents entre les bilingues, les anglais seulement, les français seulement, etc. Et puis les différentes tailles de pavés de valeur nutritive selon que vous avez un petit produit, selon que vous avez plus de 6 valeurs à zéro, etc. Donc vous avez différents modèles. Donc c'est important de prendre le temps de regarder aussi cet aspect formatage. C'est pas toujours le tableau que l'on voit là. Hein. Il y a également des formats différents pour les aliments pour nourrissons et jeunes enfants, ou quand il y a plusieurs produits dans un même emballage, comme les assortiments, hein, par exemple. Donc voici quelques exemples d'autres pays, hein, c'est pour vous montrer toutes les différences qu'on peut avoir. Bon, en tant qu'industriel, vous avez l'habitude, mais c'est vrai que vous voyez beaucoup de différences par rapport au Royaume-Uni, l'Australie, le Mexique, et le plus proche, parce que souvent, nous, on nous demande, mais est-ce que vous pouvez nous faire une étiquette qui soit conforme à la fois au Canada et aux USA? Et c'est vrai que c'est très difficile parce que la valeur nutritionnelle, c'est vraiment pas la même chose. Ça ressemble, oui, vous avez à peu près les mêmes infos, mais elles sont pas tout à fait dans le même ordre. Les tailles de caractères sont pas les mêmes. Et puis, les portions, bah, les références sont différentes, etc. Donc, à la fin, on arrive vraiment à quelque chose de difficilement harmonisable. Et donc effectivement, il faut faire attention à ça, d'autant que pour un inspecteur de la CIA, bah, c'est assez facile, vous voyez, de reconnaître si vous avez un Nutrition Facts américain ou un Nutrition Facts canadien, parce que ça ne se ressemble pas. Alors, une fois qu'on a fait la valeur nutritive, c'est une chose, mais il faut aussi déclarer les ingrédients et les allergènes. Alors la plupart des aliments, à l'exception des aliments à ingrédients uniques, doivent déclarer tous leurs ingrédients sur l'emballage. Alors la plupart de ces ingrédients doivent être déclarés par leur nom commun ou usuel. Hein, donc vous voyez la petite différence avec l'Europe où on a des e-numbers, etc. Au niveau du Canada, on va être plutôt sur le mode américain avec le nom courant. Hein. L'idée, c'est que le consommateur puisse comprendre ce qui est écrit dans la liste d'ingrédients. Ils doivent être classés par ordre décroissant de poids, donc un classement assez classique, avec cependant certains ingrédients qui peuvent être énumérés à la fin de la liste dans n'importe quel ordre, notamment les épices, les herbes, les assaisonnements, les arômes naturels et artificiels, les exhausteurs de goût, les additifs alimentaires, les vitamines et les minéraux ajoutés. Alors certains ingrédients à base de sucre, et ça c'est un peu spécifique au Canada, doivent être déclarés collectivement comme sucre. Hein. Donc si vous avez certains ingrédients à base de sucre, mais dans plusieurs endroits de la liste d'ingrédients, bah, vous allez devoir les regrouper. Donc ça, c'est une règle bien spécifique qui demande effectivement de vérifier ça de près. Et puis, vous avez aussi certains ingrédients qui sont exemptés de l'obligation de déclarer les sous-composants, hein. Par exemple, le beurre. Ou si vous avez du fromage dans votre produit, mais ça représente moins de 10% du produit fini. Pareil pour la confiture, si ça représente moins de 5% du produit fini. Donc vous voyez, le principe de base, assez classique,
mais avec des petites spécificités, donc à bien vérifier en fonction de chaque produit. Pour les allergènes, donc effectivement, au Canada, vous avez la notion d'allergène prioritaire, hein, ça va être ce qu'on va devoir déclarer sur l'étiquette, en plus du gluten et des sulfites ajoutés. Et donc les allergènes, c'est une partie importante de l'étiquetage des aliments et c'est une cause très très fréquente de rappels. Alors ça, c'est typique au continent américain, vous retrouvez la même chose aux US, hein, énormément de rappels parce que, par exemple, des allergènes ne sont pas étiquetés sur l'étiquetage du produit alors qu'ils y sont. Alors la déclaration par rapport aux États-Unis, par exemple, bah, c'est une réglementation différente. Par rapport à l'Europe, c'est aussi différent. Si on compare par rapport aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui, depuis que l'année dernière, le sésame a été ajouté, bah, on a 9 allergènes majeurs. Eh bien, on se retrouve avec le Canada, avec en plus la moutarde, effectivement le gluten et les sulfites ajoutés. Donc un point important à vérifier. Et puis derrière, vous avez toutes les procédures de votre système qualité à mettre en œuvre pour prévenir les contaminations. Alors vous pouvez déclarer les allergènes soit par leur nom usuel dans la liste des ingrédients ou dans une mention contient à côté de la liste des ingrédients. Pour le nom et l'adresse principale de l'entreprise. Donc les produits importés doivent porter la mention importé par ou importé pour dans le cadre de cette déclaration, à moins que l'origine de l'aliment, l'origine géographique, ne figure sur l'étiquette. Donc du coup, les options suivantes vont satisfaire les exigences ci-dessus, en ce qui concerne le nom et le principal établissement de la partie responsable des produits importés. Donc soit vous déclarez le nom et l'établissement principal du fabricant étranger, soit vous déclarez importé pour ou importé par, suivi du nom de l'établissement principal de l'entreprise canadienne, ou vous déclarez le nom de l'entreprise canadienne à côté de l'indication du pays d'origine du produit. Vous avez plusieurs options, mais effectivement, dans tous les cas, il va falloir respecter ces formats. De plus, lorsqu'un produit alimentaire est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, l'étiquette doit indiquer que le produit est importé. Donc pour la plupart des produits alimentaires, l'exigence précédente qu'on a décrite satisfait cette exigence. Cependant, il y a aussi des produits, certains produits préemballés dans lesquels il faut rajouter la mention produit, par exemple des États-Unis ou produit du pays où il est fabriqué. Donc vous voyez ici la liste des produits concernés, donc c'est vraiment une chose à vérifier quand même de façon détaillée. Alors sur les indications de date, alors Santé Canada exige que les produits préemballés dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins, donc 90 jours ou moins, soient étiquetés avec des informations de date et toutes les informations de conservation qui vont être applicables. Donc les dates de péremption, elles doivent être identifiées à l'aide des mots suivants. Donc ça peut être soit à consommer de préférence avant ou emballez-le. Et lorsqu'on met la date d'emballage ou la date réelle, il faut d'abord mettre l'année, puis le mois, puis le jour. Alors les mois, on peut les écrire en toutes lettres ou avec des noms bilingues, soit avec des symboles. Donc là, il y a des symboles particuliers de Santé Canada, par exemple, AL c'est avril, MR c'est mars. Donc voilà, il y a des standards un peu particuliers pour ça. Et puis tout ce qui est instruction pour la conservation et le stockage, c'est obligatoire pour des aliments dont on doit indiquer la date de péremption et dont les conditions de conservation sont différentes d'une conservation à température ambiante. Donc dans certains cas, on peut avoir aussi des exigences supplémentaires en matière d'instruction et par rapport au stockage, comme conserver au réfrigérateur, par exemple. Alors l'étiquetage bilingue. Les renseignements obligatoires sur les aliments de consommation préemballés doivent de toute façon être affichés dans les deux langues officielles, ça a toujours été le cas, le français et l'anglais. Ça comprend les exigences de base en matière d'étiquetage, nos 8 points que nous avons listés tout à l'heure, comme le nom usuel, les mots et expressions prescrits pour des aliments particuliers. Et puis, par contre, vous avez certains éléments d'étiquetage qui sont des exceptions et qui peuvent être étiquetés uniquement dans une langue officielle. Par exemple, le nom de l'établissement principal. Parfois aussi le nom usuel de certaines boissons alcoolisées.
Pour ce qui est des emballages liés à l'expédition, hein, donc le suremballage, on voit des cartons ici, là aussi, on peut se passer, on peut avoir une seule langue sur cet étiquetage. Tant que c'est pas revendu au consommateur en l'état, c'est possible. Et donc, vous pourrez à ce moment-là n'avoir qu'une seule langue. Mais dès qu'on s'adresse au consommateur, on va devoir avoir le bilinguisme sur les informations obligatoires. Alors ceci a été complété depuis la loi qui a été adoptée en 2022 au Québec, hein, qui vise à promouvoir l'utilisation de la langue française dans la province, donc et à affirmer que le français est la langue commune de la nation québécoise. Alors cette loi, elle a plusieurs conséquences pour les entreprises, hein. C'est pas du tout, c'est pas uniquement lié à l'étiquetage, hein. Il y a beaucoup de choses dans cette loi, bien sûr, qui vont concerner, entre autres, la vie des entreprises, mais pas seulement. Mais par contre, ça va avoir un impact sur votre étiquetage aussi. Hein. Euh, donc principalement, ça signifie que les entreprises vont devoir servir leurs clients en français et en anglais sans favoriser l'un par rapport à l'autre. Et donc, il peut y avoir des amendes si c'est pas respecté. Conséquence au niveau de l'étiquetage. Eh bien, ça veut dire que l'exigence bilingue, elle va au-delà des renseignements obligatoires et qu'elle comprend aussi ce qu'on appelle les termes génériques et descriptifs. Hein. Les termes génériques, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un ou plusieurs mots qui vont décrire la nature du produit. Et les termes descriptifs, ce sont un ou plusieurs mots qui vont décrire les caractéristiques du produit. Donc, à la fin, eh bien, la conséquence, c'est que si vous prévoyez de vendre votre produit partout au Canada, y compris au Québec, votre étiquetage devrait être presque entièrement bilingue, anglais et français. Donc on va au-delà des informations obligatoires. Alors en plus de la réglementation concernant les mentions obligatoires, le Canada a aussi de multiples réglementations qui vont être liées à des questions d'étiquetage particulières et en particulier les allégations. Hein. Donc tout ce qui est revendication liée à vos produits, c'est strictement réglementé comme dans beaucoup de pays et évidemment ce n'est pas standard par exemple par rapport aux US ou par rapport à l'Europe, c'est encore différent. Pour les allégations relatives à la teneur nutritive, hein, celles qui font référence au niveau d'un nutriment dans l'aliment, tel que riche en fibres ou faible en gras, Santé Canada a établi des teneurs en éléments nutritifs qui doivent être respectées pour qu'une étiquette porte cette allégation. Hein. Alors donc ça, il va falloir vérifier effectivement si vous êtes dedans ou non pour pouvoir faire ces allégations. Vous avez aussi le cas des allégations santé. Alors ça, c'est vraiment différent. Ce sont des allégations qui font référence à une réduction du risque de maladie qui peut survenir en raison de la consommation de l'aliment. Donc ce genre d'allégation doit être approuvé par Santé Canada. Donc là, c'est très, très spécifique. Et puis, vous avez un troisième type d'allégations qui sont les allégations fonctionnelles, qui font référence aux effets qu'un aliment a sur des fonctions normales de l'organisme. Alors, ces allégations, elles comprennent les allégations relatives à la fonction des nutriments et aussi les allégations relatives aux probiotiques. Hein. Donc, pareil, là, vous avez des règles pour ce type d'allégation. Autre point de réglementation à vérifier selon les produits, eh bien, ça va être les grades. Hein. Alors les grades ou les catégories, en fait, hein, ce sont des noms de catégories des aliments qui sont réglementés par la CIA pour et diverses lois provinciales aussi parfois. Donc là, il va falloir vérifier un peu au niveau local, qui vont établir des exigences de qualité en fonction du produit alimentaire. Hein. Ça peut inclure des paramètres tels que la texture, la couleur, l'humidité, la densité. Donc, vous voyez, selon les types de produits, la teneur en matière grasse et parfois les défauts acceptables ou non. Donc ça, c'est un point aussi à vérifier dans certains cas. Et puis, bon, vous voyez, il y a un marché bio aussi au Canada. Donc, pour tout ce qui est bio, ça fonctionne un petit peu comme dans beaucoup de pays. Vous avez des organismes certificateurs qui sont accrédités par la CIA. Et donc, si vous voulez mettre vos produits sur le marché canadien, il faut que vous vérifiez auprès de votre organisme certificateur que vous avez déjà, parce que bien souvent vous êtes déjà certifié par un organisme certificateur, s'ils sont bien accrédités pour le Canada aussi, s'ils ont des vérifications à faire. Et puis pour les allégations en elles-mêmes que vous aurez sur l'étiquetage, bah, c'est basé sur le pourcentage d'ingrédients biologiques dans votre produit. Qui plus est, vous devrez aussi avoir les informations de l'organisme certificateur sur votre étiquetage, hein, comme par exemple dans la réglementation européenne.
Alors, je finis la présentation sur le devant de l'étiquetage, hein, maintenant qu'on a fait un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, c'est le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement en période transitoire, ce n'est pas encore obligé de l'avoir sur l'étiquetage, mais ça sera obligatoire à partir de janvier 2026, autant dire demain. Alors, les aliments qui sont concernés, eh bien, ce sont des aliments préemballés qui vont contenir des sucres, du sodium ou des graisses saturées et dont les seuils sont égaux ou supérieurs à la limite qui est de 15%. Et à ce moment-là, vous devez rajouter ce symbole nutritionnel sur la face principale de l'emballage. Donc le symbole doit figurer lorsque la quantité de gras saturé, de sucre et ou de sodium est égale ou supérieure à 15% de la valeur quotidienne applicable, valeur déterminée par Santé Canada. Alors il y a des exceptions quand même à ce principe. Pour les toutes petites portions, par exemple, il y a une règle spécifique. Pour des produits qui sont en eux-mêmes un plat principal aussi, il y a des règles un peu particulières. Et puis vous avez des produits qui ne sont pas dans le champ d'application, en particulier les compléments alimentaires et les substituts de repas. Bon, pareil, pour les produits qui ne sont pas destinés aux consommateurs, là on n'en parle pas, le vrac ou les ingrédients qui vont être destinés à l'industrie. Par contre, vous avez aussi d'ailleurs aussi exemption par exemple pour des produits où c'est évident en fait, comme les graisses et les huiles. Mais par contre, dans les autres cas, vous devrez appliquer effectivement un de ces modèles qu'on va voir sur la slide suivante. Et donc, vous voyez, vous avez 4 modèles différents. Donc, le symbole peut être apposé directement sous forme d'autocollant, si nécessaire. Mais il doit être présenté dans les 2 langues, sauf exception quand vous n'avez pas besoin de suivre l'étiquetage bilingue. Et, et ça doit être dans la moitié supérieure de la face principale. Donc vous voyez un petit exemple là sur votre paquet de gâteaux ou sur une étiquette où on va retrouver ce symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. Donc vous voyez que ça c'est un élément assez courant. On voit ça en volontaire en Europe. On a un projet de loi aux USA aussi, donc qui n'est pas finalisé, mais on a la phase de commentaires qui finit fin juillet. Alors par contre, Canada, attention, on peut considérer que maintenant c'est obligatoire parce que le temps que vous prépariez vos étiquettes, vous voyez qu'on y est déjà. Donc si vous n'avez pas prévu de rajouter ces mentions, il est largement temps de vous en occuper. Alors, pour finir, et après on passera aux questions, comment pouvons-nous aussi vous aider? Et si vous trouvez que toutes ces règles sont quand même assez compliquées, que vous souhaitez aussi avoir un expert qui examine vos produits avant de les expédier, effectivement, nous pouvons vous assister. Nous avons de nombreuses solutions pour vous aider à vous assurer que vos étiquettes répondent aux exigences canadiennes. Nous offrons différents niveaux d'assistance. Nous avons un service complet qui s'appelle Label Comply. Nous avons aussi un rapport qui s'appelle Label Check, qui est un petit peu plus simple. Et puis nous offrons aussi du conseil à la carte, à l'heure. Et par ailleurs, nous avons un logiciel qui est un logiciel aussi intéressant si vous voulez générer vos étiquettes de valeur nutritive pour différents pays, puisque à la calque, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer des recettes et votre étiquetage nutritionnel obligatoire, mais aussi volontaire. Par exemple, ça vous prépare des Nutri-Score et ça vous simplifie l'analyse nutritionnelle, puisque dans beaucoup de pays, vous avez le droit d'utiliser des valeurs qui viennent de bases de données et pas forcément des valeurs toujours suite à une analyse. Donc dans à la calque, vous avez des références de valeurs nutritionnelles qui vont vous permettre, sur la base de votre recette, de créer votre étiquetage nutritionnel dans différents environnements, pour le Royaume-Uni, pour le Canada, pour les US, pour l'Europe. Et donc ça va vous permettre de travailler sur cette partie de l'étiquetage nutritionnel. Bien que, comme vous l'avez vu à l'instant, l'étiquetage nutritionnel, c'est une partie de l'étiquetage. Il n'y a pas que ça. Et donc, c'est important d'avoir aussi une approche globale de la conformité de votre étiquetage. Alors, sur Label Comply, c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin dans une seule solution. Donc, vous avez un spécialiste en réglementation qui est expérimenté, qui va effectuer une évaluation complète de vos ingrédients et de votre étiquetage. On va faire une analyse approfondie pour chacun des requis obligatoires et on vous formulera des recommandations.
hein, pour pouvoir modifier votre étiquetage et le rendre conforme. Alors, on publie un rapport qu'on vous fournit avec toutes nos recommandations, et puis on vous fournit aussi un projet graphique. On prend votre graphique d'étiquetage, on le modifie, alors pas sur la partie marketing, mais sur la partie réglementaire, et ça vous met en forme notre recommandation. Ça comprend aussi 30 jours pendant lesquels vous pouvez échanger avec la personne en charge de votre revue. Label check, eh bien, si vous vous dites, par exemple, moi, mon étiquette, je pense qu'elle est conforme, mais j'aimerais bien quand même avoir l'avis d'un tiers, d'un spécialiste, eh bien, c'est le rapport label check. On va examiner les 10 éléments obligatoires exigés par Santé Canada et la CIA. On vous donnera des conseils concernant tout problème potentiel qu'on aurait détecté, ainsi que des instructions sur les changements que vous devrez apporter à votre étiquetage. Donc, vous recevrez ce rapport qui va résumer les changements, et vous aurez aussi 30 minutes de consultation en ligne auprès de la personne qui aura révisé votre étiquette pour en discuter. Et puis si vous ne savez pas si vous pourriez vraiment avoir besoin d'aide, de toute façon, on est là pour vous aider. Nous, notre politique, c'est aussi de vous informer, de vous aider déjà à y voir clair au départ. Et donc, vous pouvez très bien nous envoyer votre étiquette et on vous fera une évaluation gratuite. Donc, on vérifiera rapidement. Mais s'il semble y avoir des problèmes de conformité liés aux exigences d'étiquetage obligatoires, dont nous avons discuté aujourd'hui, et puis on vous fera part de nos commentaires. Et après, on vous donnera les informations sur nos services au cas où vous voudriez les utiliser. Et Registrar Corp, c'est un leader en matière de conformité réglementaire mondiale. Concernant les étiquetages, nous offrons également des services de vérification d'étiquetage pour les États-Unis et pour le Mexique. Et puis, quand même, je ne suis pas venue complètement les mains vides. Donc, nous avons une remise spéciale pour vous en guise de remerciement à votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez bénéficier d'une remise de 200 $ sur le service Label Comply ou 100 $ sur Label Check d'ici le 30 juin. Il suffit de le mentionner à votre conseiller réglementaire lorsque vous en discuterez. Donc merci à vous de votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. On va passer à la phase de questions. Donc je vais arrêter le partage de l'écran. Et puis on va répondre à vos questions. Donc, on a quelques questions. La première, à savoir si les boissons sont concernées par ces réglementations-là. Alors oui, sachant que le cadre des boissons alcoolisées est un peu spécifique et il y a tout un cadre réglementaire lié aux boissons alcoolisées. Alors pour vous résumer rapidement pour les boissons alcoolisées, vous avez, et on retrouve un peu la même chose aux États-Unis, vous avez la notion de boisson un peu standard. Alors par exemple, des boissons qui sont considérées comme standards, faisant l'objet d'un standard par l'administration canadienne, vous pouvez par exemple être exempté d'avoir la liste d'ingrédients. Par contre, si la boisson n'est pas standard, il faudra quand même avoir la liste d'ingrédients. Pour la valeur nutritive, par contre, elle n'est pas requise aujourd'hui sur les boissons alcoolisées. Alors il y a des projets, et il faut savoir qu'aux US aussi d'ailleurs, il y a des projets sur le fait de requérir la valeur nutritive sur les produits, mais par contre, pour l'instant, c'est exempté. Mais vous voyez, pour la liste d'ingrédients, par exemple, vous allez avoir le whisky ne va pas être obligé d'avoir une liste d'ingrédients, mais par contre le saké, oui, parce que c'est pas un standard. Donc, vous avez des choses bien spécifiques. Mais grosso modo, on va retrouver un peu les mêmes choses au niveau des boissons. Donc, quand même à vérifier après. C'est pareil, on parlait des grades tout à l'heure. Sur les boissons alcoolisées, il y a des termes bien spécifiques. Par exemple, dans certains cas, vous pouvez utiliser light, etc. Donc, c'est tout aussi un univers. Sinon, nous avons deux questions sur la langue de l'étiquetage. Donc la première qui dit si le produit n'est pas pour vente au détail, ils peuvent avoir une seule langue. Est-ce que la langue, c'est le français ou bien l'anglais? Alors, sur les cartons d'emballage, apparemment l'une ou l'autre peut être utilisée. C'est souvent difficile d'avoir des informations sur les suremballages parce que les lois, elles sont faites
par rapport, à la protection des consommateurs bien souvent et donc toutes les lois sur l'étiquetage, on va retrouver des choses, bien précises, quand il s'agit d'un produit préemballé, pour le consommateur, beaucoup moins, pour les autres. Mais en tout cas, par exemple, si vous avez un étiquetage en anglais, on vous embêtera pas sur un carton de suremballage. Donc de même, si nous sommes une compagnie québécoise qui vend à des entreprises en B2B au Canada et aux États-Unis, nos étiquettes de produits ainsi que l'emballage peuvent être uniquement en anglais ou pas? Alors si vous vendez au Canada, et pas au Québec et puis aux États-Unis, oui. Alors vous avez le bilinguisme quand même au Canada, hein, de toute façon pour les informations obligatoires. Du coup, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? C'est qu'aux États-Unis, quand vous avez une deuxième langue sur l'étiquetage en dehors de l'anglais, vous devez aussi traduire toutes les informations obligatoires. Donc, je dirais que dans les 2 cas, vous allez vous retrouver, avec ces obligations-là. Si vous avez du français sur votre étiquette et que vous envoyez aux États-Unis, vous devrez au moins traduire toutes les informations obligatoires, y compris le nutrition facts. Et puis par contre, surtout attention, faites attention au fait que votre nutrition facts sera pas le même de toute façon, quelle que soit la langue, même s'il est bilingue, aux États-Unis et au Canada. Qu'en est-il des produits bruts gousses de vanille en B2B? Les normes diffèrent-elles? Alors sur les normes applicables à la vanille, de tête, je les connais pas, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de standards, par rapport à certains produits spécifiques. Donc là, ça serait si vous avez, la gentillesse de nous passer un email, on pourra vous répondre peut-être un peu plus précisément en vérifiant d'abord. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Autre question, comment cela se passe si je veux exporter des chocolats et que certains ont une saveur alcoolisée? Ah, alors, il faut faire attention aux provinces là. Et c'est vrai que le Canada, d'ailleurs comme les États-Unis, hein, il y a aussi des réglementations locales. Donc si vous exportez, d'une manière générale des alcools d'ailleurs, mais aussi par exemple des produits avec de l'alcool dedans comme les chocolats, et ça vaut pour les US aussi, hein, et il faut regarder vraiment au niveau local s'il n'y a pas des choses particulières. Les produits bruts comme le sel et le sucre sont obligés d'ajouter le logo dans la nouvelle réglementation. Il faudrait vérifier puisqu'il y a quelques exceptions, quand c'est évident, comme je parlais des huiles tout à l'heure, donc il est possible que vous n'ayez pas forcément à le mettre. De mémoire, je ne saurais pas vous le dire, mais il faudrait vérifier. Pour les fromages, est-ce obligatoire d'avoir le pays d'origine, pardon, ou il est possible d'indiquer produits importés seulement? Alors je pense que les fromages sont dans la liste, des produits pour lesquels il faut mettre, le pays d'origine. Est-ce que la nouvelle étiquette trop gras, trop sucrée, à partir de 2026, est applicable sur les boissons? Alors ça va dépendre, je pense, des boissons. Les boissons alcoolisées n'étant pas obligées d'avoir la valeur nutritive, à mon avis, il n'y a pas besoin. Il faudrait vérifier aussi, mais par contre, les autres boissons, sont des produits alimentaires comme les autres, hein. Il a été évoqué que l'origine doit être mentionnée à côté de l'importateur. À nouveau, si je suis exportateur en commerce de gros. Oui, les origines, c'est plutôt lié au produit lui-même, donc je pense que vous avez de toute façon intérêt alors parce que c'est pas seulement une réglementation Santé Canada, c'est aussi des réglementations douanières, donc vous avez, tout à fait intérêt à mettre les origines sur vos produits Est-ce que et les à produits vérifier fabriqués, pardon. aussi d'ailleurs. Mmh. Sinon, est-ce que les produits fabriqués au Canada et exportés au Mexique, autant que le ingredient, business to business, sont couverts par les mêmes réglementations? Donc des produits qui seraient En fabriqués au tant que Canada, exportés au ingrédient, Mexique. est-ce que les produits fabriqués au Canada et exportés au Mexique en tant qu'ingrédients sont couverts par les mêmes réglementations? Pardon. À partir du moment où vous exportez c'est exporté au Mexique? Ou Oui. j'ai compris à l'envers, ouais. Là, il faudrait regarder la partie mexicaine parce que il va falloir voir quelles sont les réglementations applicables au Mexique. S'il n'y a qu'un seul ingrédient, sirop d'érable,
Est-ce qu'on doit indiquer le niveau de sucre? Alors il faudrait que j'imagine que c'est par rapport à la à l'information la phase principale. Et donc là, il faudrait vérifier si vous avez une exemption pour le sirop d'érable, dans la mesure où c'est de toute façon un produit sucré, mais de tête, je ne saurais pas vous le dire. Je vois une question aussi intéressante sur les boissons désalcoolisées. Donc, il faut savoir qu'il y a tout un cadre réglementaire sur les boissons désalcoolisées. C'est d'ailleurs dans le cadre des réglementations sur les boissons alcoolisées. Donc, il faut que vous cherchiez là-dedans. Euh, il y a beaucoup d'éléments particuliers pour les termes que vous devez utiliser, les pourcentages d'alcool résiduels, etc. Donc, il y a tout un cadre réglementaire là-dessus. Donc, si vous êtes sur ce secteur-là, oui, alors là, attention, attention, il faut bien, bien regarder tout le détail réglementaire. Et ça fait partie des réglementations sur les alcools où on vous explique toutes les dénominations spécifiques pour les produits désalcoolisés. Y a-t-il un calcul différent pour le poids en OZ entre le Canada et les US? Et alors, je crois qu'il y a des petites nuances, en particulier sur la façon dont vous l'affichez. Et après, c'est pareil, on pourra vous envoyer quelques informations là-dessus complémentaires, de façon à ce que vous puissiez vérifier. Le problème aussi hein, avec les US, c'est que les US, la mention de base, c'est justement les oses, les fluidoses, etc. et pas l'unité métrique. Donc, par exemple, si vous suivez les réglementations américaines, il va falloir mettre d'abord les oses et ensuite, entre parenthèses, les grammes, alors que au Canada, bah, on va être à l'inverse. Donc, des petites nuances aussi à ce niveau-là. On a une autre question sur l'origine aussi en ce qui concerne les préparations pour la cuisine des salés à base de viande et d'œufs. Est-ce qu'on est obligé de mettre l'origine? Alors, il me semble que oui, d'ailleurs, c'est sur notre slide au niveau des viandes et des œufs, il y a des origines à mettre. Là encore, moi, ce sont des choses qui bougent énormément et c'est vrai que c'est des choses à vérifier en détail. Est-ce que imported, est-ce que imported by est obligatoire pour les vins français exportés au Canada? Alors vous avez des règles effectivement de mention d'imported by hein, qui vont s'appliquer à peu près de la même façon de ce qui a été décrit dans les slides, effectivement. Sinon, nous avons une autre question. Si un produit est un mélange de produits qui proviennent de plusieurs pays, faut-il mettre les différents pays ou celui qui est majoritairement présent va suffire? Alors là, il y a des règles spécifiques que je connais pas par cœur, donc là je vous avoue qu'il va falloir vérifier en détail et c'est vraiment au cas par cas. Mais ça, je dirais que c'est d'une manière générale, on nous demande aussi pour les US et à chaque fois on est obligé de se reporter aux différentes réglementations par rapport aux produits spécifiques, parce que vraiment c'est difficile d'avoir des généralités là-dessus. Donc il y a toujours un cadre réglementaire assez complexe à ce niveau-là. En ce qui concerne l'information sur la phase principale, euh, on peut prendre un des 4 modèles présentés et l'adapter à notre produit. Par exemple, élevé en graisse saturée et sucre en enlevant sodium. C'est ça, c'est-à-dire que dans les modèles, vous en avez certains où il y a que une mention et d'autres où il y a plusieurs mentions. Donc, vous avez d'ailleurs sur le site de l'administration canadienne les différents modèles. Hein, et bien sûr, vous devrez aussi vous adapter. Par exemple, si vous êtes sur l'ensemble du Canada, bah, il faudra que ce soit bilingue. Euh, et, vous voyez des choses comme ça. Mm. On a aussi des questions sur les US. En ce qui Mhm. concerne le main contain, est-ce que c'est obligatoire ou en option? Pour les États-Unis? Oui. Ah, pour les allergènes, vous voulez dire. D'accord.
Non, ce n'est pas obligatoire, alors d'une manière générale, et bon, c'est ce que recommande la FDA, mais vous l'avez pour la plupart des pays. C'est-à-dire que non seulement c'est pas obligatoire, mais en plus c'est pas quelque chose qui doit vous dispenser d'avoir des contrôles préventifs qui vont vous permettre d'éviter les contaminations croisées. Donc au contraire, l'administration américaine a tendance à dire limitez ces mentions le plus possible. Vous pouvez les faire, mais faites-les, je dirais, en connaissance de cause. Et puis, attention, ça ne vous dédouane pas d'avoir des contrôles préventifs pour gérer vos allergènes au niveau de la fabrication. Hein, vous savez qu'au niveau des États-Unis, au niveau du système qualité, il y a des requis qui vont plus loin qu'HACCP, hein, qui s'appellent les contrôles préventifs. Et en particulier, les allergènes sont un des points hyper importants pour lesquels il y a très régulièrement des demandes d'action corrective suite à des inspections de la FDA, par exemple, des usines. Donc ces informations may contain, vous pouvez les avoir sur vos packaging, c'est absolument pas obligatoire, et surtout ça doit être vraiment dans le cas où de toute façon il n'y a pas de prévention possible. Vous voyez ce que je veux dire? On a un message avec plusieurs questions. Pour le non usuel, doit-on être très précis, par exemple un pain aux céréales? Est-ce obligatoire de préciser qu'il est tranché? Ça, c'est la première question. Alors, d'une manière générale, c'est vrai qu'il faut avoir un nom le plus descriptif possible. Après, comme on disait tout à l'heure, en plus, il y a des définitions par catégorie de produits, les fameux grades, etc. Donc, il faudrait vérifier s'il n'y a pas des choses particulières pour le pain. Je ne saurais pas vous répondre comme ça de mémoire par rapport à tranché ou pas tranché. C'est vrai que, encore une fois, nous, on a cette attitude-là. C'est vrai que d'abord, on a des spécialistes qui vont regarder en détail, et puis chaque cas est un cas. Mais c'est vrai que déjà, moi, quand vous me dites pain, je me dis, il y a sûrement des catégories à vérifier pour être sûr d'avoir les bons noms, hein, sur le produit. Deuxième question, pour la déclaration des sous-ingrédients. Si un des ingrédients qui peut contenir des traces d'un allergène, est-ce qu'on est obligé de le déclarer également? Alors normalement, s'il y a des ingrédients qui sont des allergènes, vous devez les déclarer. Pour les traces, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est souvent pour ça que les gens mettent may contain en plus, hein, si ils sont pas sûrs qu'il n'y ait pas de traces d'allergènes sur la liste sur leur matière première. Quand nous avons parlé des sucres sur l'étiquetage, est-ce qu'il faut tout regrouper sous sucre simplement ou indiquer sucre et la précision des sucres entre parenthèses? Alors là, la règle, elle est assez complexe. Je pourrais pas vous la réciter de tête, mais c'est vrai que je vous recommande de la regarder en détail parce que c'est certains sucres, donc il faut totaliser et après ça vous explique exactement comment les mentionner. Il faut vraiment regarder ça en détail parce que c'est pas juste. Enfin, voilà, ils vous disent bien quel sucre vous devez regrouper et comment le faire. Et après, vous avez des choses à mettre entre parenthèses derrière. On a aussi une question, est-ce que ces normes sont différentes en B2B? Alors, on se retrouve toujours un peu avec la même difficulté pour le B2B. Alors le B2B, je parle du B2B non préemballé, quoi. Les ingrédients vrac, voilà, parce que même si c'est du B2B, mais que votre produit est déjà préemballé et qu'à la fin il va aller au consommateur, bah, on est toujours dans le même cadre réglementaire. Par contre, si vous êtes en B2B avec des ingrédients qui vont être destinés à la transformation, etc., c'est vrai on a souvent des petits doutes. Alors nous, ce qu'on recommande, hein, alors sur le bilinguisme, voilà, on en a parlé, hein, ce qu'on recommande quand même, c'est de rajouter au maximum les informations obligatoires qu'on aurait sur le packaging d'un produit préemballé, je dirais pour avoir un minimum d'informations. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, quand votre produit arrive à la douane, par exemple, s'il n'y a rien écrit sur les packaging, il y aura des questions. Mm. Et on le voit tous les jours, nous, hein. C'est-à-dire que
Si vous n'avez pas une liste d'ingrédients claire, par exemple, eh bien, il y aura des questions sur qu'est-ce que c'est que ce produit-là, parce que au niveau des inspecteurs qui sont là à la douane, il y a des choses qu'il faut qu'ils vérifient par rapport aux ingrédients qui sont contenus dans les produits. Donc, s'ils n'ont pas de liste d'ingrédients, ils sont embêtés, vous voyez. Donc, on recommande autant que possible de mettre un maximum des informations obligatoires. Mais on a le même problème aux US, hein. Vous n'avez pas une guideline qui vous dit pour les produits B2B en vrac, il faut étiqueter comme ci ou comme ça, hein. Mais par exemple, vous voyez, il y a des produits B2B qui sont hyper complexes. Si vous prenez la boulangerie industrielle, c'est des produits surgelés. Oui, c'est vrai, c'est peut-être du carton de 8 kilos ou 10 kilos, mais n'empêche que la liste d'ingrédients, elle est souvent longue. Et dans ces ingrédients-là, il y a des ingrédients réglementés, etc. Donc finalement, nous, on travaille souvent hein, sur des étiquetages B2B, un peu dans une autre optique, mais aussi pour vraiment sécuriser l'information de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'informations et qu'elle soit suffisamment claire pour ne pas avoir de problèmes, de questions, de discussions au moment où votre produit arrive sur le marché américain. Et dans le cas où il n'y a pas d'ingrédients, par exemple pour de la vanille. Oui, donc en général, les produits qui ont un seul ingrédient sont dispensés de liste d'ingrédients. Sinon, existe-t-il une liste pour les charcuteries, pour les noms usuels, pour les grades? Et si oui, est-ce qu'on sait où la trouver? Alors, je ne saurais pas vous dire ça de tête. Cependant, effectivement, alors au niveau de l'État, vous allez trouver la liste des grades. Et après, à vérifier quand même, parce qu'il y a certaines provinces qui ont aussi des grades spécifiques pour certains produits. Donc là, il faudrait faire une vérification. Une question sur le logo Made in France. Est-ce qu'il faut le traduire aussi par fabriqué en France? Alors ça dépend si vous avez aussi l'information par ailleurs, parce que l'important c'est que vous ayez l'information obligatoire. Alors, rien ne vous empêche de rajouter des informations commerciales en plus, et ça c'est un principe général hein, dans beaucoup de réglementations, où vous allez pouvoir ajouter une estampille, un logo, etc., à condition que ça rentre pas en conflit avec d'autres informations, évidemment, que ce soit pas que ça induise pas le consommateur en erreur. Et puis, par contre, de toute façon, vous aurez des obligations d'information sur l'origine du produit qui s'appliquent dans les informations obligatoires. Hein, donc, soit par exemple, si vous avez Made in France et puis vous avez l'adresse du fabricant en France, ça va satisfaire. Ou même si c'est un produit qui en plus doit avoir l'information du pays d'origine, donc là, vous devrez en plus rajouter le pays d'origine. Donc là, pareil, le Made in France, attention avec les conflits d'information, avec le pays d'origine, etc. Donc c'est aussi pour ça que des fois, c'est vraiment au cas par cas où on va regarder est-ce qu'il va y avoir conflit avec d'autres informations sur le produit. Parce qu'il peut être fait en France, en partie. Bon, donc là, il y a des choses à vérifier quand même. J'ai vu plusieurs questions aussi sur la présentation, à savoir est-ce qu'on va envoyer le lien ou le PowerPoint Alors de la donc vous présentation. recevrez l'enregistrement. Hein, donc vous recevrez l'enregistrement de la présentation. Et donc, vous avez aussi sur la présentation nos coordonnées. Donc, nous sommes présents dans plusieurs endroits. Si vous êtes au Canada, on a notre bureau qui est sur la côte est aux États-Unis, donc sur le même sur le même fuseau horaire qu'une partie du Canada. Et puis, nous avons aussi un bureau en France, hein, et donc où je suis basée, et Julie aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez parler en français, tout simplement, et, euh, et que ce fuseau horaire vous convient mieux. Et sur ce, bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, parce qu'il y en a eu énormément, et je vous en remercie. N'hésitez pas à tout simplement nous les envoyer. Alors nous, notre adresse ici au bureau européen, c'est tout simplement europe@registrarcorp.com. Vous pouvez aussi les envoyer à info@registrarcorp.com, hein, c'est notre email général, et on se fait un point d'honneur de vous répondre rapidement. Donc merci encore de votre attention, et vous verrez, on a tout un planning de webinaires. Je crois que le prochain, c'est se préparer aux inspections de la FDA. Donc n'hésitez pas à consulter le planning des webinaires sur notre site et à vous y inscrire. C'est gratuit, et puis c'est toujours l'occasion effectivement d'avoir des compléments d'information sur les différents pays.
Merci à vous et bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée.